Nous allons discuter du chemin clinique que nous avons élaboré pour la prise en charge de la dysfonction érectile des hypertendus. Le groupe de travail a comporté des sexologues, un urologue, des endocrinologues, un pharmacien, un, un infirmier euh, qui se sont réunis pour mettre en place et proposer ce chemin clinique au sein de la Société française d'hypertension artérielle. En tant qu'ancien président de la Société française d'hypertension, j'ai à ce titre quelques liens d'intérêt, mais néanmoins, je n'ai eu aucune rémunération personnelle depuis 5 ans, ni d'invitation à des congrès, surtout en cette période de Covid. On va en discuter à partir du dossier de Robert, un homme de 56 ans qui vous consulte pour le suivi et le contrôle de son hypertension artérielle. Son hypertension artérielle est bien contrôlée par l'association de diurétiques casidiques et de bêta-bloqueurs. Et il a comme facteur de risque, Robert, une surcharge pondérale et un tabagisme actif dans le cadre d'un mode de vie sédentaire, comme le sont souvent nos patients. Et alors, comment, pour Robert, aborder les, les troubles de la fonction érectile? Il faut savoir que ben, dans ce domaine, l'attente de nos patients est très importante et que la dysfonction érectile est très souvent sous-diagnostiquée. Pourquoi? Parce que les médecins hésitent à aborder ce sujet et à titre personnel, je n'aborde ce sujet que depuis que je me suis rendu compte qu'effectivement, un, je n'osais pas le faire, deux, ce problème était beaucoup plus fréquent que je ne le pensais. Et 8 fois sur 10, c'est le patient qui aborde ce sujet, ce n'est pas le médecin. Or, ça fait partie de nos compétences que d'aborder ce sujet avec nos patients. Et il faut savoir que seule une minorité des patients abordent ce sujet. Et donc, c'est vraiment un problème méconnu. Il faut savoir que quand une dysfonction érectile arrive, c'est souvent responsable d'une mauvaise observance. Et comme on sait que la mauvaise observance est responsable d'un mauvais contrôle de la pression artérielle, c'est vraiment un sujet très important à aborder. Et que la dysfonction érectile est responsable de 87% d'arrêt des thérapeutiques, au moins transitoires, chez les hypertendus. Et que même, on voit ça dans toutes les maladies chroniques. Il faut savoir aussi qu'à l'inverse, et ça c'est la bonne nouvelle, que la prise en charge de la dysfonction érectile avec un thérapeutique associé améliore grandement l'observance au traitement antihypertensif et bien évidemment le contrôle de la pression artérielle. Parmi les maladies associées à la dysfonction érectile, l'hypertension artérielle est la plus fréquente. Bon, c'est normal, l'hypertension artérielle étant bien plus fréquente que le diabète ou les troubles lipidiques, mais qu'on trouve aussi une dysfonction érectile dans d'autres maladies chroniques. Il faut savoir aussi que l'apparition d'une dysfonction érectile est un warning pouvant précéder la survenue d'un événement cardiovasculaire. Et dans cette étude, 11% des patients qui avaient une dysfonction érectile ont eu un événement cardiovasculaire dans les 5 ans. Donc, c'est un warning pour dire attention, risque d'infarctus, risque d'AVC chez les patients hypertendus qui développent une dysfonction érectile. Et donc, il faut savoir aussi que 35% des hypertendus ont une dysfonction érectile, donc c'est vraiment important de la dépister, et qu'il y a un lien entre mono ou plurithérapie et fréquence de la survenue d'une dysfonction érectile. 36% des hypertendus dans cette étude sous monothérapie avaient une dysfonction érectile, tandis que la prévalence atteint 47% en cas de plurithérapie. Tous les médicaments antihypertenseurs n'ont pas
les mêmes conséquences en termes de survenue de dysfonction érectile. Les plus souvent associés à une dysfonction érectile sont les diurétiques, les bêta-bloqueurs, mais pas tous les bêta-bloqueurs. Les nouveaux bêta-bloqueurs vasodilatateurs sont même parfois bénéfiques. Les inhibiteurs calciques sont considérés comme influençant peu la prévalence et l'incidence de la dysfonction érectile, comme les IEC ou les ART. Dans cette première partie, il faut effectivement, nous, en tant que professionnels de santé, savoir écouter les plaintes des patients, recueillir l'information, notamment par rapport aux thérapeutiques, et savoir que les patients, ils jouent un peu avec nous, ils essayent de savoir si l'apparition de la dysfonction érectile est liée avec le début du traitement, ils font des essais d'arrêt, ils regardent comment ça se passe, et donc ça, il faut savoir recueillir cette information. Que parmi les thérapeutiques, les diurétiques sont les thérapeutiques qui semblent le plus aggraver une dysfonction érectile, que les bêta-bloqueurs, les plus récents pourraient être neutres, voire même bénéfiques, notamment le nébivolol, vasodilatateur, comme je le disais tout à l'heure. Les IEC et les ARA2 seraient neutres, donc il faut savoir manier les thérapeutiques antihypertensives, éventuellement les changer. Et malheureusement, pour les inhibiteurs calciques, on a l'impression qu'ils sont neutres, mais il n'y a pas assez d'essais faits pour les évaluer. Donc, savoir modifier le traitement, switcher, jouer avec les classes pourrait être intéressant. Néanmoins, comme vous savez, on ne peut pas modifier certaines classes thérapeutiques et on recommande pour les patients ayant déjà eu un événement cardiovasculaire de prendre l'avis cardiologique pour le switch d'un bêta-bloqueur et pour les diurétiques, en fonction de la pathologie sous-jacente, prendre l'avis soit d'un cardiologue, soit d'un néphrologue. En pratique, et ça, c'est mon expérience personnelle et l'expérience confrontée avec d'autres collègues, un changement de classe médicamenteuse antihypertensive est rarement associé à une amélioration de la dysfonction érectile. D'où elle vient cette dysfonction érectile? Il faut savoir que chez les hypertendus, ce qui est le plus important, c'est la dysfonction endothéliale qu'on retrouve dans le cadre du diabète, dans le cadre des dyslipidémies, dans le cadre de l'obésité et dans le cadre de l'hypertension. Cette dysfonction endothéliale, est responsable de la dysfonction érectile et des événements cardiovasculaires et rénaux, et qu'un véritable cercle vicieux se met en place. La dysfonction endothéliale responsable de dysfonction érectile est responsable d'une perte de qualité de vie. La iatrogénie engendrée par les thérapeutiques mises en place pour la prévention des événements cardiovasculaires et rénaux est responsable d'une perte de l'observance. Cette perte de l'observance et cette dysfonction érectile est responsable de troubles de l'humeur et qu'il y a un véritable cercle vicieux qui se fait autour de cette dysfonction endothéliale, responsable de dysfonction érectile et responsable de iatrogénie, de perte de l'observance et donc de mauvais contrôle de la pression artérielle. Alors, comment aborder la question de la sexualité avec son patient pour toutes les maladies chroniques? Alors, on peut l'aborder du fait du dossier médical du patient. Il a une pathologie chronique, l'hypertension artérielle en l'occurrence, où il a une complication, on sait qu'une complication cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, maladie chronique, est associée à une dysfonction érectile. Donc, c'est un biais par lequel rentrer et pouvoir lui poser la question au cours de l'entretien clinique. Et puis, aussi, il faut se douter d'une dysfonction endothéliale face à des comportements de patients qui deviennent moins observants par rapport non seulement à la thérapeutique médicamenteuse, mais aussi par rapport à la thérapeutique non médicamenteuse, et savoir demander aux patients si les médicaments qu'il a n'ont pas engendré une dysfonction érectile
et s'il n'a pas essayé lui-même de jouer avec les médicaments pour voir lequel pourrait être responsable de cette dysfonction. Et puis, il faut savoir évoquer le sujet face à certaines plaintes qui sont mal formulées, un peu vagues, d'un patient un peu dépressif, fatigué, de difficultés conjugales mal précisées, se demander si, de façon sous-jacente, il n'y a pas une dysfonction érectile dont le patient voudrait qu'on discute. Alors, il faut le faire vraiment en milieu de consultation, pas au début pour ne pas violer l'intimité du patient, pas sur le pas de la porte en disant j'ai oublié d'évoquer avec vous ce sujet, mais le faire vraiment quand la relation de confiance est établie au milieu de la consultation, voire programmer une consultation spécifiquement pour ça avec le patient. Alors, quand et comment? Bien évidemment, le dépistage systématique, non seulement il est possible, mais il est souhaitable et dès la première consultation, la consultation d'annonce, ça fait partie en tant que, professionnel de santé, c'est un acte, professionnel qui rentre dans nos compétences. Chez qui? Donc, comme je le disais, dès la première consultation, ça doit faire partie intégrante, de l'entretien clinique, des questions abordées au cours de l'entretien clinique avec tout patient hypertendu, non seulement lors de la première consultation, mais au cours du suivi. En utilisant des questions, fermées, directement axées, sur la dysfonction érectile, les troubles de la libido, ou d'autres phénomènes que l'on peut observer, des problèmes d'éjaculation. Ou alors avec des questions plus ouvertes, au cours de l'entretien. Est-ce que bon, on a parlé, des problèmes d'essoufflement. Est-ce que il y aurait d'autres problèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde? Et puis, vous savez, au cours des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, eh bien, les patients nous rapportent souvent des dysfonctions érectiles. Qu'en est-il chez vous? Voilà, toutes ces questions nous ont, conduit à proposer ce chemin clinique qui doit concerner tous les professionnels de santé. Ça fait partie de notre compétence. Le médecin doit confirmer la dysfonction érectile, il y a des questionnaires, pour cela, la caractériser, en évaluer les sévérités avec le patient, voire réaliser un bilan et avec le patient, trouver la solution. Il y a des cas simples et des cas complexes. Les cas simples sont du ressort, du médecin, du pharmacien qui doit participer, heu, au recueil d'informations, à la caractérisation de la dysfonction érectile et la prise en charge thérapeutique. On évalue d'abord une, influence, iatrogène par rapport au traitement antihypertenseur. On peut switcher les traitements, ça marche pas. Et puis, les, thérapeutiques, les monothérapies, en particulier les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 sont très efficaces. Moi, par expérience, professionnelle, je trouve que c'est très efficace. Il y en a d'autres, hein. Et puis si le patient, comme souvent c'est le cas, est satisfait, ça reste un cas simple et on peut poursuivre. Sinon, il faut savoir, passer la main, pas complètement, et avoir une prise en charge multidisciplinaire en incluant des sexologues, des urologues, les endocrinologues, qui suivent les patients, sans oublier, les pharmaciens et les infirmiers, hein, qui, rendent visite au domicile du patient. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir bien sensibilisé sur l'importance de la, recherche, d'une dysfonction érectile chez les patients hypertendus.